Chaque année, les scientifiques parviennent à faire d'importantes découvertes que nous n'aurions jamais imaginé voir devenir réalité. Et ils réussissent à résoudre certains mystères qui ont déconcerté les experts pendant des décennies. Mais même avec l'émergence de nouvelles technologies et techniques, certains mystères scientifiques semblent presque impossibles à résoudre. Et ils continueront sans aucun doute à nous laisser perplexes pendant longtemps. Numéro 10. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont observé plus loin dans l'espace que jamais grâce aux télescopes les plus avancés, à des vols spatiaux inédits et à des équipements analysant des particules venues de plusieurs années-lumière. Mais une découverte faite en 2025 a laissé les experts perplexes et ils n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent en penser. En 2025, des astronomes analysaient des données de longueur d'onde recueillies à l'aide de l'Australian Square Kilometre Array Pathfinder, lorsqu'ils ont remarqué un phénomène inexpliqué dans l'espace. Ce qu'ils ont découvert, c'est une sphère presque parfaitement symétrique située à plusieurs années-lumière de la Terre dans la Voie lactée, et l'objet a désormais été nommé téléos, un mot grec qui signifie perfection. Il a maintenant été déterminé que la sphère est le résultat d'une supernova qui s'est produite il n'y a pas longtemps. Cependant, cela ne résout pas toutes les questions sur la sphère. Bien que ce type de vestige de supernova ait déjà été observé par le passé, aucun n'est aussi parfaitement sphérique que Téléos, et les scientifiques n'ont aucune explication solide à ce sujet. Davantage de recherches sont actuellement menées par un astrophysicien, Miroslav Filipovic, de la Western Sydney University en Australie, entre autres dans l'espoir que certaines réponses seront trouvées. Lui et ses collègues ont expliqué que, dans des circonstances normales, la matière éjectée par une supernova finit par heurter d'autres objets, comme des nuages interstellaires, et c'est pourquoi on les observe généralement sous des formes étranges. À cause de cela, Téléos est une découverte unique en son genre qui n'a jamais été observée auparavant. Grâce au fait que Téléos n'émettait qu'une faible lueur dans les longueurs d'onde radio, il a été déterminé qu'il s'agissait probablement d'une supernova de type 1A qui s'était produite. Cela suggère qu'il s'agissait sans doute d'un système binaire dans lequel l'une des deux étoiles était une étoile naine. Cette partie du mystère semble avoir été résolue, mais beaucoup d'autres subsistent. Les scientifiques ignorent la distance entre Téléos et la Terre, mais ont proposé quelques hypothèses. S'il s'agit bien du résultat d'une supernova de type 1A, alors la sphère se trouve entre 7175 et 25 114 années-lumière. Dans ce cas, la sphère mesurerait entre 46 et 157 années-lumière de diamètre. Cela a aidé les astronomes à déterminer l'âge approximatif de Téléos, qui se situe entre 1000 et 10 000 ans. Cela peut sembler être un écart énorme, mais gardez à l'esprit que, en ce qui concerne l'espace, il s'agit d'une période relativement courte. Tant d'incertitudes subsistent encore. De nombreuses recherches supplémentaires doivent être menées avant que nous puissions effectuer des mesures précises. Il a également été suggéré que la sphère pourrait être le résultat d'une supernova de type Eunax, ce qui signifierait que l'explosion a laissé derrière elle un vestige d'étoile zombie. Si c'est effectivement le cas, Téléos ne sera qu'à 3200 années-lumière et mesurera 11 années-lumière de diamètre. L'étude continue de la sphère donnera aux scientifiques un aperçu supplémentaire des premières étapes des supernovas. Et on espère que d'autres événements similaires seront découverts à l'avenir, car ils pourraient leur fournir de nouveaux éclaircissements sur le mystère de Téléos. Numéro 9. Certaines personnes considèrent le fait d'être gaucher comme un fardeau, tandis que d'autres le voient comme une bénédiction puisqu'il se distingue de la majorité des gens dans le monde. Les scientifiques estiment qu'environ 10% des humains sont gauchers, sans savoir pourquoi. Les chiffres les plus récents indiquent qu'environ 708 millions de personnes vivant aujourd'hui sont gauchères, et les hommes ont 2% de plus de chances de naître gauchers que les femmes. C'est encore un autre mystère qui laisse les chercheurs perplexes, puisqu'il semble y avoir une raison évolutive à cela. Il est certain que dans de nombreux cas, le fait d'être gaucher se transmet d'un parent à son enfant, mais cela n'explique pas non plus pourquoi les gens naissent ainsi. Mais certains enfants de parents droitiers naissent droitiers, et vice-versa. La plus grande étude jamais réalisée sur ce sujet a été menée à l'Institut Max Planck de psycholinguistique situé aux Pays-Bas. Là-bas, on a découvert que la génétique jouait effectivement un rôle dans le fait que des enfants naissent gauchers. Mais cela n'explique pas tous les gauchers dans le monde. Une autre étude menée aux Pays-Bas en 2019 a révélé que certains facteurs précoces dans la vie d'une personne pourraient contribuer à déterminer quelle main devient la plus dominante. Parmi ces facteurs figurent leur pays et année de naissance, car différences culturelles et générationnelles peuvent jouer un rôle.
Dans certains cas, la main dominante d'une personne est influencée par le fait qu'elle soit née en surpoids ou en sous-poids, qu'elle fasse partie de naissances multiples, à quelle période de l'année elle est née, si elle est un homme ou une femme, et si elle a été nourrie au biberon ou non lorsqu'elle était bébé. Vers 3 ans, une personne montre généralement quelle main sera dominante, mais ce n'est pas systématique. Certains enfants de cet âge ne montraient aucun signe de dominance, ni de la main droite, ni de la main gauche, et donc nous savons que leur préférence pour une main ne se développera que plus tard. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut aussi être gaucher du pied. Mais certains joueurs de football sont droitiers, mais sont bien plus habiles à frapper un ballon de football avec leur pied gauche, ou inversement. C'est pareil pour les joueurs de baseball. Ils sont plus à l'aise pour lancer une balle avec leur main droite, mais quand vient leur tour de frapper, ils frappent du côté gauche, simplement parce que c'est plus confortable et qu'ils ont plus de chances de réussir un coup. Certaines personnes peuvent utiliser leurs deux mains aussi bien, on les appelle ambidextres. Cela accentue le mystère de la gaucherie et de la droiterie, car nous ignorons pourquoi nous ne naissons pas tous capables d'utiliser les deux mains aussi habilement. Numéro 8. En 2013, des visiteurs de la réserve naturelle Hamwall de la Royal Society for the Protection of Birds, située dans le Somerset, en Angleterre, ont contacté le personnel de la réserve pour signaler qu'ils avaient trouvé quelque chose de totalement inédit. Le personnel venu enquêter a découvert une étrange substance gélatineuse au sol et ignorait de quoi il s'agissait. Dans les semaines suivantes, d'autres amas semblables ont été trouvés dans la réserve et ailleurs dans le Somerset, toujours dans l'herbe, mais éloignés de l'eau. La plupart des amas mesuraient environ 10 cm de diamètre, ce qui est étrange compte tenu de la nature de la substance. On pourrait s'attendre à voir des échantillons de taille variée, mais ici, ils étaient tous identiques. Des échantillons ont été prélevés et le personnel de la réserve a consulté des experts pour identifier la mystérieuse substance sans obtenir de réponse définitive. Certaines personnes ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un type de bactérie, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait y avoir une explication extraterrestre. Il a aussi été suggéré que la gelée pourrait provenir de la régurgitation de grenouilles ou de crapauds, mais ces théories restent spéculatives car nul ne sait vraiment ce qu'est cette mystérieuse substance. Des amas gélatineux similaires ont été découverts dans le monde au fil des ans, suscitant à chaque fois l'émoi, car nul ne les a expliqués. En 2009 et en 2011, des substances similaires ont été trouvées respectivement en Écosse et en Angleterre. Les amas ont été trouvés sur des terrains privés, dans des parcs, aires de loisirs et terrains de jeu, sans qu'aucune explication plausible ne soit donnée. Certaines personnes décrivent les étranges amas comme étant vivants lorsqu'ils ont été découverts, ce qui pourrait appuyer la théorie selon laquelle il s'agirait d'une forme de bactérie. Il a été noté que ces amas sont apparus après une averse et qu'ils ont disparu peu de temps après avoir été découverts, ce qui ajoute encore plus de questions à ce mystère déjà perplexe. En 2011, un échantillon a été prélevé et envoyé à un laboratoire pour analyse, mais les résultats étaient non concluants et il a rapidement disparu complètement. Certains ont surnommé cette substance « gelée d'étoiles », car elle n'apparaît qu'après la pluie, ce qui fait penser à une origine spatiale. Certains l'ont surnommée « gelée de météore », pensant qu'elle a voyagé jusqu'à la Terre à bord d'un météore désintégré dans l'atmosphère, laissant la gelée au sol, découverte plus tard par des passants. Cette idée fausse viendrait du film de 1958, The Blob, où une créature gélatineuse issue d'un météore sème le chaos sur Terre. Beaucoup pensèrent que la gelée survenait uniquement après les pluies de météores, ce qui est faux. Des archives du XIVe siècle montrent que la substance était alors appelée gelée astrale ou astromyxine, car les gens de cette époque pensaient aussi qu'elle avait un lien avec les pluies de météores. L'explication la plus probable à ce jour est qu'il s'agit d'un frai de grenouille ou de ses restes. Cependant, cela n'explique pas pourquoi la gelée se trouve surtout sur la terre ferme, loin des plans d'eau. Le personnel de la réserve a déclaré que la substance est, selon leurs propres mots, très étrange et que certaines personnes ont refusé d'entrer en contact avec elle. D'autres études sont en cours dans l'espoir que la substance finira par être identifiée. Pour l'instant, nous ignorons ce que sont ces étranges amas. Numéro 7. Dans la plupart des cas, la science repose sur la répétabilité des résultats, quel que soit le domaine d'étude concerné. Par exemple, quand les scientifiques apprennent à synthétiser une substance comme des composés chimiques, ils savent que ce procédé donnera toujours le même résultat. Mais on a désormais découvert que ce n'est pas toujours le cas. Un bon exemple de cela est la fabrication de produits pharmaceutiques.
Les scientifiques utilisent la chimie pour déterminer comment synthétiser ces médicaments, puis répètent ce procédé pour les produire en masse. Dans la plupart des cas, rien d'autre n'a besoin d'être fait puisque le bon médicament est produit. Mais un jour, quelque chose change. Le même procédé exact est utilisé comme il l'a été pendant des années, mais soudainement, le produit final n'est plus le même. C'est ce qu'on appelle un polymorphe disparu. Cela arrive quand la version originale de la structure cristalline d'un produit chimique change soudainement et ne peut alors plus être produite synthétiquement sans que l'on sache comment ni pourquoi. Dans la plupart des cas, le produit qui est alors obtenu est plus stable, ce qui rend presque impossible pour les scientifiques de le reconvertir dans son état d'origine. Cela signifie que le nouveau produit fabriqué ne fonctionne pas de la même manière que l'original, et dans certains cas, il n'est plus possible de fabriquer le produit d'origine. Cela a des conséquences graves dans le domaine pharmaceutique. Des millions de personnes dépendent de ces méthodes pour obtenir des médicaments abordables et efficaces, parfois à prendre chaque jour. Par exemple, dans les années 1970, le médicament ISRS appelé paroxétine anhydre était produit en utilisant ces méthodes. Il se présentait sous forme de poudre crayeuse et était efficace jusqu'en 1984 lorsqu'une nouvelle version est apparue. La version cristallisée est apparue au Royaume-Uni après l'augmentation de la production du médicament, montrant une stabilité bien supérieure à l'original. D'autres entreprises, tentant de produire la paroxétine, ont constaté qu'il était impossible d'obtenir la version originale, le produit final étant toujours cristallisé. Dans le but d'expliquer cela, on a émis l'hypothèse que l'atmosphère terrestre avait été inondée de petites quantités d'hémihydrate de paroxétine, ce qui signifiait que toute forme d'anhydrate de paroxétine se convertirait immédiatement en forme cristallisée à la place. C'est un mystère remarquable et inexpliqué qui mérite d'être étudié davantage, d'autant plus que le phénomène a des conséquences très réelles. Dans un cas, les médicaments antirétroviraux produits dans les années 90 sont soudainement devenus moins efficaces, et des millions de personnes ont dû chercher en urgence des médicaments alternatifs pour traiter leur maladie. Pour aggraver les choses, toute usine touchée par ce changement était ensuite incapable de reproduire la forme originale du médicament. On pensait que des traces de la nouvelle forme étaient involontairement introduites dans les usines par les employés. Et en quelques semaines, il n'était plus possible de fabriquer la forme originale du médicament. Cela a conduit au rappel du médicament et par conséquent, jusqu'à 250 millions de dollars ont été perdus. Ce n'est qu'en 1998, dans des conditions extrêmement contrôlées, que le médicament a de nouveau été produit. Mais la raison de ce changement échappe encore aux scientifiques aujourd'hui. Si la cause n'est pas identifiée à l'avenir, des processus pourront être instaurés pour éviter ces changements inattendus. Pour l'instant, nous ne pouvons que spéculer sur la cause de ce phénomène. Numéro 6. Avant 1969, la Lune était une sphère mystérieuse et apparemment inaccessible dans le ciel. Et nous ne pouvions que spéculer sur sa composition et sur ce qui se passerait si une personne marchait à sa surface. Tout cela a changé en juillet de cette année-là, lorsque Neil Armstrong est devenu la première personne à marcher sur la Lune. Et depuis, les humains ont marché sur sa surface à 5 autres reprises. La dernière de ces missions a été accomplie en 1972. Bien que nous ayons envoyé des engins spatiaux sur la Lune depuis, personne n'y est retourné. Nous avons beaucoup appris sur notre plus proche voisin céleste au fil des années, mais certains mystères restent encore non résolus, dont l'un s'appelle l'illusion lunaire. Cela concerne la pleine Lune et son apparente grandeur à son lever et coucher. Autrefois, certaines civilisations pensaient que la Lune changeait réellement de taille pendant ces phases et lors de l'illusion lunaire. De nos jours, nous savons évidemment que ce n'est pas le cas. En réalité, lorsque la Lune se lève ou se couche à l'horizon, elle est en fait bien plus éloignée de la Terre que lorsqu'elle est au-dessus de nous, de plusieurs milliers de kilomètres. Nous savons donc que sa distance n'explique pas cette étrange illusion. Notre cerveau a du mal à accepter cela, car il pense que les objets éloignés paraissent plus petits, alors que c'est l'inverse ici. De plus, notre cerveau est perturbé car la grande Lune apparaît nette, alors que les bâtiments et objets à l'horizon sont flous, ce qui semble contre-intuitif. Il a été suggéré que notre cerveau refuse d'accepter cela et compense en nous faisant croire que la Lune devrait paraître plus grande. De plus, quand nous regardons la Lune haute dans le ciel, sans nous concentrer sur l'horizon, elle paraît plus petite car nous voyons sa taille réelle.
Il semble presque impossible de croire que la grande lune à l'horizon et celle que nous voyons en hauteur soient de la même taille, mais il existe un moyen de le prouver. Les experts conseillant de couvrir la lune avec un doigt quand elle semble grande. Certaines parties de la lune restent souvent visibles. Ensuite, lorsque la lune est plus haute dans le ciel, il devrait répéter ce processus, et de façon assez incroyable, autant de la lune sera visible qu'auparavant, prouvant que l'illusion lunaire n'est rien d'autre qu'une illusion. De plus, utiliser un appareil photo pour prendre une photo de la Lune à ces deux moments de la journée la montrera exactement de la même taille sur les deux photos, à condition que les réglages du zoom de l'appareil soient identiques pour chaque prise. Ce qui est étrange avec cette illusion, c'est qu'elle reste partiellement incomprise. Bien que nous sachions que cela a à voir avec le fait que notre esprit est trompé, aucune explication solide n'a jamais été trouvée pour ce que nous voyons lorsque cela se produit, ni pourquoi notre cerveau ressent le besoin de créer cette illusion en premier lieu. Numéro 5. Au cours des 50 dernières années environ, nos connaissances sur l'espace et les objets qui s'y trouvent ont fait des progrès considérables. L'amélioration technologique nous a permis de visiter des planètes mystérieuses du système solaire et de photographier des objets situés à des années-lumière de la Terre. Nous avons fait atterrir des rovers sur Mars et prélevé de la matière sur cette planète, et analysé de nombreux objets récemment découverts. Nous ne comprendrons jamais totalement l'espace, même après 100 ans d'études, tant son immensité restera toujours un mystère à percer. L'un d'eux s'appelle le Grand Attracteur, une zone de l'espace qui fascine les scientifiques depuis longtemps et qui n'a offert aucune explication jusqu'à présent. C'est une zone de l'espace qui possède suffisamment de gravité pour attirer des galaxies entières vers elle, et nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Le Grand Attracteur fut découvert dans les années 1970, lorsque les astronomes remarquèrent un phénomène étrange lors de leurs recherches. Ils ont constaté que les galaxies ne bougeaient pas comme prévu selon le taux d'expansion de l'univers. Au fil des années, on a découvert que ces galaxies semblaient se diriger vers le même point focal dans la constellation du Centaure. Elles étaient attirées vers cette région à plusieurs centaines de miles par seconde, sans que personne ne sache pourquoi. Il a été suggéré que cette attraction gravitationnelle résultait d'une masse immense quelque part dans la constellation. Mais les experts n'ont pas pu le prouver à cause d'un facteur très regrettable. Le Grand Attracteur est situé dans une zone de l'espace appelée la zone d'évitement, qui n'est pas visible pour les astronomes à cause du nuage astral créé par la Voie lactée. De plus, les télescopes de l'époque n'auraient pas été assez puissants pour observer l'objet ou les objets, même s'ils étaient visibles pour nous. La Voie lactée et le Grand Attracteur sont situés dans une zone appelée le superamas de l'Enyaqui. C'est une collection de galaxies d'une taille inimaginable qui s'étend sur environ 500 millions d'années-lumière. Il a maintenant été déterminé que notre galaxie est également attirée vers le Grand Attracteur, même si cela est imperceptible pour nous sur Terre. Au début, nous ne connaissions même pas l'existence de ces galaxies, jusqu'à ce que l'infrarouge et les rayons X soient utilisés pour percer le voile de la Voie lactée. Mais même alors, les astronomes n'ont pas pu entrevoir ne serait-ce que le Grand Attracteur. À ce jour, nous ignorons ce que c'est. Cela n'a pourtant pas empêché experts et chercheurs de théoriser. Certaines de leurs suggestions sont très intéressantes. Certains pensant qu'il ne s'agit pas d'un seul objet, mais plutôt qu'il pourrait s'agir d'un autre amas de galaxies, de gaz intergalactiques ou de matière noire. La matière noire étant invisible, il est logique que le Grand Attracteur nous échappe aussi. Cette théorie reste à prouver concernant sa composition en particules. Aussi effrayant que cela semble, des astronomes pensent qu'une anomalie gravitationnelle encore plus vaste pourrait exister au-delà du Grand Attracteur. Elle est connue sous le nom de superamas de Shapley, et il a été supposé qu'elle contribue à la trajectoire modifiée de ces galaxies. Cela montre que, malgré les avancées de l'exploration spatiale ces dernières décennies, certains objets resteront inconnus, et le Grand Attracteur demeurera sans doute un mystère encore longtemps. Numéro 4. Alors que l'espace reste un mystère qui continue de nous déconcerter, les océans de la Terre recèlent également de nombreux mystères qui n'ont jamais été résolus. Depuis des siècles, les marins évoquent des phénomènes en mer restés inexpliqués, et nous ne sommes pas plus proches d'élucider certains mystères. Par exemple, certaines personnes ont vu des animaux dans la mer qui n'ont jamais été répertoriés auparavant, bien qu'on dise qu'ils sont plus grands que les plus grandes baleines jamais découvertes. Les marins de l'Antiquité disaient avoir vu des sirènes et des tritons près de leurs navires, et certains entendaient des sons étranges.
Aujourd'hui, les scientifiques sans Pelly sont fascinés par certains sons enregistrés avec des hydrophones modernes qu'ils n'ont pas pu expliquer malgré ces technologies. Parmi les exemples les plus connus figurent le bloop et le upsweep, deux bruits qui restent mystérieux. En 1997, le bloop a été entendu. Le bruit était si fort que certains l'ont qualifié de plus intense jamais enregistré. La National Oceanic and Atmospheric Administration l'a décrit comme un son montant rapidement en fréquence. Et durant environ 60 secondes, des capteurs placés à 3000 miles de là ont capté le bruit, montrant à quel point il était fort. L'analyse des enregistrements a révélé que le son venait d'une créature vivante. Cependant, comme il était plus fort que n'importe quel son animal jamais entendu, beaucoup restèrent sceptiques. Le bloop a finalement été attribué à un séisme glaciaire. Cela se produit lorsqu'un iceberg se désintègre rapidement, et on pense que l'iceberg en question se trouvait quelque part entre le détroit de Bransfield et la mer de Ross. Certains experts pensent qu'il était près du cap Adair, en Antarctique. Ensuite, il y a le son mystérieux qui a été nommé Julia. Il a été enregistré par des hydrophones placés dans tout le Pacifique équatorial oriental le 1er mars 1999 et les experts sont restés stupéfaits. Comme le bloop, le bruit a été capté sur des équipements distants de centaines de miles, mais c'est surtout le son qui a intrigué. Il a été décrit comme étant similaire à la voix d'une femme qui fredonne doucement pour elle-même ou qui marmonne une phrase incohérente. C'est pourquoi il a été nommé Julia. Et les scientifiques ont immédiatement commencé à l'étudier afin de déterminer d'où il provenait et ce qui avait produit ce son. La zone précise de la source n'a pas été déterminée. Ils ont seulement pu la restreindre. Malheureusement, la zone restreinte est immense, et chose étrange, le son provenait à peu près de la même région que le bloop. Les experts pensent qu'il viendrait de la zone entre le détroit de Bransfield et le cap Adair, près de l'est de l'Antarctique, et plusieurs théories ont été avancées. Le bruit étant très fort, tous les petits animaux ont aussitôt été écartés. Le bruit n'étant pas d'origine mécanique, un équipement défectueux ne pouvait l'expliquer, et rapidement des théories du complot ont émergé. Comme cela ressemblait à une voix de femme, certaines personnes ont commencé à supposer que des extraterrestres étaient impliqués, ou que le son avait été produit par une créature marine gigantesque que nous n'avions jamais rencontrée auparavant. D'autres pensaient qu'une immense ville serait découverte sous les vagues de cette zone, et ont même fourni des photos satellites montrant une grande structure sous l'eau. Ils disaient que c'était un gratte-ciel et que les images prouvaient l'existence de la ville. Pour l'instant, le son Julia reste non résolu, et seul le temps nous dira si nous découvrirons un jour ce qui a causé ce son mystérieux. Numéro 3. Ce ne sont pas seulement l'espace et les océans qui continuent de dérouter les experts, puisque le sol même sur lequel nous vivons parvient à les troubler de temps en temps, comme en témoigne un événement qui a eu lieu le 11 novembre 2018. Vers 9h30 ce jour-là, un grondement étrange qui semblait provenir du sol a été enregistré dans plusieurs pays à travers le monde, et les scientifiques se sont empressés de découvrir ce qui l'avait provoqué. Il a été déterminé que le phénomène avait pris naissance à environ 24 km de l'île française de Mayotte, puis s'était propagé vers le continent africain jusqu'à Madagascar. Des capteurs sismiques ont détecté l'activité au Kenya, en Éthiopie, en Zambie, au Chili, en Nouvelle-Zélande, à Hawaï et au Canada. Des capteurs à plus de 1600 km ont été déclenchés et selon certaines sources, les ondes sismiques ont duré 22 minutes. Étrangement, personne n'a signalé de vibrations dans le sol et l'activité n'a été détectée que par ces capteurs. Malgré cela, la secousse en serait presque passée inaperçue si ce n'était pour un homme, un passionné amateur de séisme, qui a remarqué l'activité sur son équipement ce matin-là. Il avait du mal à croire ce qu'il voyait et a choisi de publier ses découvertes sur son réseau social. Sa publication a vite attiré l'attention des chercheurs, experts et amateurs qui ont aussitôt commencé à enquêter. Avant même que des informations ne soient rendues publiques, les gens ont commencé à spéculer sur ce qui aurait pu provoquer les ondes sismiques. Et comme on pouvait s'y attendre, certaines de leurs théories frôlaient le ridicule. Un utilisateur a suggéré qu'un monstre marin géant allait bientôt se révéler au monde, mais sa théorie a été largement ignorée. Certains pensaient qu'une grosse météorite avait frappé la Terre, ou qu'une éruption volcanique sous-marine massive avait causé ces ondes. Gorin Ekstrom, qui vient de l'Université Columbia et qui étudie les tremblements de terre inhabituels, a déclaré aux médias qu'il n'avait jamais vu un événement comme celui-ci de toute sa vie. Il a aussi souligné que la source des ondes pouvait être banale. Près de 8 ans plus tard, les scientifiques ignorent toujours la cause de cet événement sismique.
Il est certain qu'il ne s'agissait pas d'un tremblement de terre normal, puisque ces événements sismiques produisent ce qu'on appelle un train d'ondes. Quand des tensions s'accumulent dans la croûte terrestre, elles libèrent une grande énergie qui se propage depuis la source. Dans de nombreux cas, le séisme principal est suivi d'une série de répliques qui enregistrent une magnitude bien plus faible sur l'échelle de Richter, mais qui peuvent être tout aussi dangereuses. Mais ce séisme ne correspondait pas à la plupart de ces caractéristiques. Lors des séismes normaux, les ondes sismiques se déplacent en groupe, latéralement ou le long de la surface de la Terre. Lors de cet événement, les ondes ont bien circulé en surface, mais aucun séisme n'a été relevé près de la source et sa cause reste inconnue. Les experts ont été d'autant plus surpris que ces ondes étaient monochromatiques, avec une seule fréquence sismique, contrairement aux multiples fréquences d'un séisme classique. Le signal de Mayad formait un zigzag net, chaque onde se répétant environ toutes les 17 secondes. La meilleure hypothèse des experts est que l'événement a été causé par une éruption volcanique sous-marine, mais aucune preuve de cela n'a été trouvée et les réponses à ce mystère restent insaisissables. Numéro 2. En observant les étoiles, les astronomes ont fait une découverte remarquable et étrange lorsqu'ils ont observé un pulsar appelé RxJ 08060644123. Mais pour les besoins de la vidéo d'aujourd'hui, nous l'appellerons simplement RX à partir de maintenant. Les pulsars sont des étoiles à neutrons très magnétisées et en rotation, émettant des faisceaux de rayonnement électromagnétique de leur pôle magnétique. Mais RX est différent. La lumière émise par ce pulsar est infrarouge, et cela n'a jamais été observé auparavant en tous les siècles durant lesquels les astronomes ont étudié le ciel. Cela suggère qu'il possède des caractéristiques que les autres pulsars n'ont pas, ou qu'il existe un facteur externe inconnu à l'origine de cette anomalie. RX est l'un des 7 pulsars appelés les 7 magnifiques. On pense que ces pulsars sont beaucoup plus chauds que prévu, car très anciens et censés contenir moins d'énergie. On estime que la lumière infrarouge de ce pulsar s'étend sur une distance équivalente à environ 2,5 fois l'orbite de Pluton autour du Soleil. On ignore toujours pourquoi cela se produit, et les astronomes ne peuvent que spéculer. Certains ont suggéré qu'un disque de débris formé autour du pulsar pourrait en être la cause. Cette poussière, appelée disque de retombée, proviendrait d'une supernova. La matière aurait d'abord été éjectée, puis aurait formé un disque autour du pulsar dans les années suivantes. Si tel est bien le cas, les scientifiques pourraient devoir revoir leur façon de penser les étoiles à neutrons et la manière dont elles évoluent au cours de leur existence. Une théorie suggère que ce phénomène serait dû à une nébuleuse alimentée par le vent d'un pulsar. Ce type de nébuleuse se forme lorsque le vent d'un pulsar repousse les débris d'une supernova, laissant une section creuse dans la nébuleuse. Si c'est le cas, ce serait un type inédit de nébuleuse alimentée par le vent d'un pulsar jamais observé par les astronomes. Une découverte remarquable. On espère qu'avec l'utilisation du télescope James Webb, on obtiendra plus d'informations sur RX et qu'une partie du mystère sera enfin résolue. Jusqu'à présent, il n'a été observé qu'avec le télescope spatial Hubble, laissant de nombreuses questions sans réponse. Il convient de noter que des signaux comme celui de ce pulsar ont déjà été observés auparavant, mais aucun n'a été détecté uniquement dans le spectre infrarouge. De plus, le pulsar émet bien plus de rayonnement infrarouge que prévu, poussant certains experts à penser qu'une partie de cette lumière vient d'ailleurs. Alors que la plupart des pulsars tournent très rapidement, effectuant une rotation en seulement une fraction de seconde, RX effectue une révolution toutes les 11 secondes, ce qui est sans précédent. Une explication plausible pourrait exister. Si la théorie du disque de retombée est correcte, il se pourrait que les débris de ce disque proviennent d'une étoile progénitrice, c'est-à-dire une étoile massive qui aurait normalement dû finir en supernova. Si cette étoile a interagi avec RX à un moment donné, le pulsar a peut-être été réchauffé, ce qui expliquerait pourquoi il tourne si lentement et pourquoi il a évolué différemment de tous les autres pulsars observés jusqu'à présent. Numéro 1. Nous avons tous eu l'impression de revivre un certain événement de notre vie, même si nous sommes incapables de nous souvenir de l'avoir déjà vécu. Parfois, nous avons l'impression d'avoir déjà été dans un certain endroit, mais nous n'avons aucun souvenir d'y être allés. Ceci est connu sous le nom de déjà-vu, la sensation qu'une nouvelle expérience a déjà été vécue auparavant. Mais tout le monde ne sait pas qu'il existe un phénomène opposé, appelé jamais vu, et les scientifiques n'ont aucune explication à ce sujet.
On pense que le déjà-vu se produit lorsque le cerveau connaît une sorte de bug ou de mauvaise communication entre nos souvenirs et les zones de perception du cerveau. De nombreuses personnes qui l'ont vécu ont déclaré qu'elles étaient sous un stress intense à ce moment-là, qu'elles étaient extrêmement fatiguées ou que cela était causé par un souvenir mal associé. Des neuroscientifiques estiment que cela vient de notre inattention. Nous pouvons voir une scène pittoresque sans vraiment l'observer, distrait. Lorsque nous y repensons, la scène semble totalement nouvelle à notre cerveau et, par conséquent, nous croyons simplement que nous n'y sommes jamais allés auparavant. Ces explications restent spéculatives, tout comme les explications possibles du jamais vu. Cela survient lorsqu'une personne entre dans un lieu qu'elle connaît très bien, y ayant souvent séjourné, mais elle est soudainement submergée par le sentiment de n'y être jamais allée auparavant. Lorsque cela arrive, cela peut être très déstabilisant car jamais vu prend plusieurs formes. Dans certains cas, des personnes ont regardé un membre de leur famille qu'elles ont connu toute leur vie, mais se sont rendues compte qu'elles ne le reconnaissaient soudainement plus. Certains ont écouté une musique qu'ils aimaient, mais ont soudain eu l'impression de ne pas reconnaître ce qu'ils entendaient, comme s'ils l'entendaient pour la première fois. Cela paraît étrange, mais la plupart d'entre nous le vivront au moins une fois. Un bon exemple de jamais vu est lorsque quelqu'un est en train d'écrire ou de taper un document. Ils peuvent employer un mot simple comme « impossible », mais soudainement douter de son orthographe. Plus ils observent le mot, plus il leur paraît étrange, jusqu'à croire avoir mal orthographié, alors qu'il est correctement écrit. Plus tard, ils constatent que tout va bien et ne savent pas pourquoi ils ont eu cette impression désagréable. La plupart de ces épisodes ne durent que quelques instants ou secondes. Mais certaines personnes ont rapporté avoir ressenti le jamais vu pendant plusieurs minutes d'affilée et ont déclaré avoir commencé à se sentir très mal à l'aise pendant que cela se produisait. Les scientifiques ignorent encore la cause, mais pensent que c'est lié à nos souvenirs et à la façon dont le cerveau les traite. Par exemple, si le cerveau traite un événement ou un lieu alors qu'on est distrait, il peut ne pas le reconnaître plus tard, même s'il l'a déjà vu. Mais cela n'explique pas comment on peut soudain ne plus reconnaître son conjoint ou son enfant, ou avoir l'impression de ne jamais avoir été chez soi. Ce sont des exemples extrêmes, mais ils existent et on ignore pourquoi. On pense que cela pourrait venir de problèmes de santé mentale, de stress ou de manque de sommeil, mais ce ne sont que des hypothèses non prouvées. Le jamais vu est un autre mystère du cerveau encore non résolu, et il est possible que nous n'en découvrions jamais la cause. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknown et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.